Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Je sais que c'est bientôt la fin du blend, donc ça me fait plaisir que la salle soit aussi remplie. Excusez-moi pour le petit délai, problème d'adaptateur comme souvent. Je pense que vous connaissez le souci. Donc aujourd'hui, en fait, moi je suis là pour vous parler d'un métier qui est relativement récent, qui est le métier de Product Manager, et me poser un petit peu la question et la poser avec vous. Qu'est-ce que c'est que ce métier en fait ? Et d'où ça vient en fait? De quoi le Product Manager est-il le nom? Donc très succinctement, puisque c'est pas ce qui vous intéresse le plus, je vais vous parler de moi. Donc moi je suis Head of Product Management au sein de Faber Novel Technologies. Faber Novel Technologies, Faber Novel, c'est plus de 400 personnes qui aident des clients dans leur transformation numérique. Et Faber Novel Technologies, moi je m'occupe plus spécifiquement d'applications mobiles. Voilà. Donc j'ai eu la chance de travailler avec de très beaux clients. Il y en a quelques-uns ici. Voilà. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc pour vous connaître un petit peu mieux, qui dans la salle est Product Manager? Ouais, d'accord. Qui travaille avec un Product Manager? D'accord. Qui n'a jamais entendu le mot Product Manager? Ok, donc il y en a quand même, ça marche. Bon, on va parler de ça. Est-ce que des gens ici travaillent ou ont travaillé dans une méthodologie qu'on appelle Scrum? Ouais. Design Thinking, quelques-uns aussi. Lean Startup, oui, super, génial. Lean UX, j'ai perdu tout le monde. Ah si, il y a quelqu'un, super. Voilà, alors toutes ces méthodologies-là, vous connaissez les plus connues, mais en fait, moi, ça me donne un peu cette impression, c'est qu'il y a certaines méthodologies qui sont dans leur coin, qui regardent leur petit coin de pelouse, qui sont contents comme ça. Il y en a qui se battent, c'est moi la meilleure, c'est moi la meilleure. Mais en fait, de quoi on parle concrètement ? On va essayer d'y répondre. Et pour ça, je veux d'abord faire une petite digression. Qu'est-ce que c'est un Product Manager ? Donc, c'est une question que j'ai un petit peu soumise aux gens autour de moi, puisque moi je me présente comme Product Manager et souvent, parfois, on me regarde avec des gros yeux et on me dit mais en fait Product Manager c'est un espèce de rebranding de chef de projet, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui anime des réunions, qui fait des comptes rendus et on lui a écrit sur sa carte de visite Product Manager parce que ça fait classe. C'est pas ça, honnêtement c'est pas ça. On m'a aussi dit Product Manager c'est un espèce de poulpe comme ça, qui fait à peu près tout. Et qui dit tout, dit n'importe quoi. C'est ce que les développeurs n'ont pas voulu faire, c'est le Product Manager qui va le faire. Ce que le CEO n'a pas voulu faire, c'est le Product Manager qui va le faire. C'est l'idée un petit peu fausse, que dans une start-up, tout le monde fait un peu tout et rien à la fois. Et pour rentrer dans des définitions qui veulent un petit peu dire quelque chose, le Product Manager, il est parfois défini comme ça, à la croisée de ce qu'on appelle l'UX, de la technique et du business. IDEO, que vous connaissez peut-être, l'a défini comme ça. Le product management et l'innovation produit, c'est une discipline qui va se trouver à la croisée de la désirabilité, c'est-à-dire ce que les clients, les utilisateurs veulent, de la faisabilité technique et de la viabilité économique. Et ça, c'est extrêmement important, c'est que le product management, ce n'est pas que de la technique, ce n'est pas que de la désirabilité, c'est-à-dire faire plaisir à des utilisateurs, c'est les trois à la fois. Et c'est réussir à se trouver à cette intersection qui est très difficile à trouver. Sauf que, vous allez me dire, se trouver à la croisée de ce que veulent les utilisateurs, de la faisabilité et de la viabilité économique, c'est pas nouveau, hein. Ça fait à peu près depuis que le monde est monde qu'on fait ça. Sinon, ça ne marcherait pas. Donc pourquoi est-ce qu'on commence à parler de product management alors qu'en fait, c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours ? Eh bien, je veux faire un pas de côté et réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé ces dernières années dans tout ce qu'on utilise, et notamment dans les produits numériques. Moi, je viens du numérique, je travaille dans le numérique, donc forcément, je vais beaucoup vous parler de ça. Ce n'est pas une tendance qui n'existe que dans le numérique, mais de toute façon, à Blend, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient complètement étrangers au numérique, donc on peut y aller. Et d'abord, je veux revenir sur cette question de produit. En fait, le produit, longtemps, ça a été un mot pour désigner des produits vraiment physiques, des objets en fait. Une voiture, un CD, des gâteaux.
Voilà, vraiment un produit, c'est quelque chose que vous pouvez acheter, prendre directement dans votre main. On y oppose souvent les services. Les services, c'est par exemple aller chez le coiffeur. Quand vous allez chez le coiffeur, vous ne repartez pas avec quelque chose, vous repartez avec des cheveux en moins, tout au plus, mais vous achetez vraiment quelqu'un qui vous rend un service. De la même façon, un coach sportif, c'est un service. Mais quid de, par exemple, un saut en parachute ? Vous n'achetez pas un produit, vous n'achetez pas tout à fait un service, puisque vous faire sauter avec votre parachute, ce sera très différent d'une école à l'autre. En fait, vous achetez plus ou moins une expérience. C'est ce qui va se passer aussi quand vous achetez un Kinder Surprise. Ça peut vous paraître bizarre, mais en fait, le Kinder Surprise, ne me faites pas croire que vous l'achetez pour la qualité du chocolat. Qui dit ça ? Qui dit oui ? Le Kinder Surprise, vous l'achetez, voilà, vous l'achetez pour le côté régressif et pour le petit truc que ça vous fait à l'intérieur quand vous dépliez le papier aluminium. Moi, par exemple, le papier aluminium, j'essaye de ne pas le froisser, de le déplier en un seul tenant. Je casse l'œuf et qu'il soit exactement en 2 hémisphères. Puis après, on joue avec le jouet. Et en fait, ce Kinder Surprise, c'est assez cher pour la quantité de chocolat qu'il y a dedans ou même pour le jouet. Mais en fait, on l'achète aussi pour cette expérience-là, pour le fait de se dire j'ai mon petit bout de chocolat, j'ai mon jouet, je vais jouer peut-être quelques heures avec, on joue avec ses enfants. Le Kinder Surprise, on n'achète pas un produit, on n'achète pas un service, on achète une expérience. Et en fait, de plus en plus, dans ce qu'on achète, on achète des expériences. Qu'est-ce qui différencie les smartphones aujourd'hui ? C'est pas la RAM ou le stockage. Je vais vous prendre un autre exemple. On va parler de Spotify. Je pense que vous connaissez Spotify. Si vous ne connaissez pas, ouvrez Wikipédia. Deezer, ça marche aussi, effectivement. Spotify, on peut le définir comme un service. C'est un service de streaming musical. C'est aussi une expérience. C'est une expérience de découverte de la musique. On se sent un petit peu heureux, privilégié, quand on entend une musique, on se dit celle-là, je ne la connais pas, c'est hyper nouveau. Ça m'a été recommandé par Spotify sans doute, puisque j'ai des goûts musicaux exceptionnels et que c'est lié. Et puis, un mois plus tard, vous l'entendez sur toutes les radios. Donc il y a cette expérience aussi qui est là dans Spotify. Et en même temps, c'est plein de produits Spotify. C'est l'application desktop, c'est le site web, c'est l'application iOS, ils font même des petits produits que vous pouvez retrouver dans certains festivals de musique. Je l'ai vu dernièrement au Solidays, ils ont une petite plateforme avec des bracelets qui vous permettent de récupérer la playlist du festival. Tout ça, c'est des petits produits qui gravitent autour de Spotify. J'adore les schémas, ça c'est un de mes schémas préférés. En fait, quelque part, de plus en plus, on va avoir des services qui vont s'incarner dans différents produits. Spotify, c'est exactement ça. Le service de streaming musical, il est incarné par tous ces produits brandés Spotify et il participe de la création d'une expérience. L'expérience que vous avez avec Spotify, c'est elle qui va vous faire rester, qui va vous faire partir si elle est mauvaise, mais en tout cas, c'est ce que vous allez voir de Spotify et ce que vous allez vivre avec le produit. Et en fait, ce qui est vraiment troublant, quand on est développeur de produits, par exemple, si vous étiez product manager de l'application iOS, c'est que l'utilisateur ne fait pas toujours la différence. Je l'ai vu, j'ai travaillé sur des applications pour une chaîne de télé. C'est très courant que les utilisateurs viennent sur le Play Store mettre des commentaires incendiaires pour dire qu'ils ont détesté l'émission de la veille, que le sujet était nul et que le présentateur était en dessous de tout. Sauf que l'appli Android, elle y est pour rien. Mais ça, vos utilisateurs, quelque part, ils vivent une expérience, ils voient une seule tête, et c'est ça qui leur parle. Donc vos produits, ils ont quand même un rôle à jouer dans l'expérience et dans la création de l'expérience. On me faisait une remarque, on me l'a fait régulièrement, product manager, c'est un mot anglais, c'est bien, mais chef de produit, c'est un mot qui existe depuis bien longtemps et qu'on va plutôt associer au marketing. Effectivement, quelle est la véritable séparation entre le produit et le marketing ? Question difficile, parce qu'en réalité, le marketing, de manière très schématique, c'est présenter et adapter le produit pour qu'il réponde le mieux au marché. Ça ressemble quand même à l'orientation de produit. Sauf que dans le produit, il y a une composante qui est un tout petit peu différente, surtout dans le numérique, c'est que le produit va s'attacher beaucoup plus, va avoir plus d'influence sur les fonctionnalités et sur la technique.
On voit rarement dans des organisations traditionnelles un chef de produit marketing proposer des fonctionnalités, être dans l'équipe de développement et être dans l'équipe qui va réaliser vraiment le produit. Donc les frontières, elles sont un petit peu poreuses, elles sont très différentes selon les organisations. Et ça tient à quoi? Ça tient aussi au fait que ces dernières années, il y a vraiment un mouvement important qui est de remettre l'utilisateur et ses retours au centre du développement produit. Si vous prenez une façon très archaïque de faire, vraiment ça ne se fait quasiment plus dans nos industries, ça va être on développe un produit, on fait qu'il soit bien, beau, on le package comme il faut, et après on l'envoie à la direction marketing et on lui dit débrouille-toi pour le vendre. Bon. Ça c'est vraiment l'antithèse du produit, parce que vous vous retrouvez avec quelque chose, vous dites bon... je peux faire un beau packaging, mais si ça répond pas, ça répond pas. Hein. Donc en fait, cette remise au centre de l'utilisateur, elle implique quand même des retours fréquents avec le marché et une adaptation fréquente des produits. Donc si on veut, là je vous ai mis une fusée, il faut quand même se dire, on ne fabrique pas des fusées. Donc les projets sur 6 ans avec une date déterminée et un plan très fixe, c'est assez fini. Bon, tout ça pour vous dire, la vie d'un chef de produit, qu'est-ce que c'est? Enfin, d'un product manager, qu'est-ce que c'est? Là, je vous ai mis la version vraiment un petit peu idéale de ce que ça peut être la sortie d'une application. Une application mobile, un site web, c'est à peu près la même chose dans notre exemple. Donc en janvier, vous recevez le cahier des charges, vous montez l'équipe, vous faites vos spécifications, vous partez en développement, vous faites les tests, ça part en prod. Tout va bien, c'est super. Tout le monde fait des projets comme ça. Hein. Bon, sauf qu'en fait, parfois, vous venez à peine de commencer, il y a un concurrent qui sort exactement la même chose. Et puis à un moment, vous allez avoir quelqu'un d'une autre direction qui va débarquer, qui va dire « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» et qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être que l'entité à laquelle vous appartenez, elle va changer d'identité graphique. Peut-être qu'il va se passer un tas de trucs qui vont bouleverser vos plans qui étaient établis. Et ça peut finir dans des situations où vous sortez quelque chose qui n'est pas prêt, vous vous faites démonter sur les stores et vous remettez en prod l'ancienne version. C'est déjà arrivé. Hein. Et puis surtout, en fait, vous mettez en prod un truc comme ça. Voilà. Donc il a des oreilles de cochon, c'était pour faire plaisir à la sécurité. Il a des plumes, c'était pour faire plaisir à la com. Et puis ça pond des œufs parce que à la DSI, on vous a dit que c'était quand même mieux. Donc c'est un produit que vous détestez, vous n'en pouvez plus, vous le balancez en prod, vous avez envie que ça termine. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, si on balance des produits aux utilisateurs que nous-mêmes on déteste, qu'on n'en peut plus, qu'on ne veut plus les voir? Est-ce que vous pensez vraiment que les utilisateurs ils vont les apprécier, nos produits? Et tout ça, c'est parce qu'on était plein de bonne volonté, qu'on avait peut-être fait un plan hyper rodé, hyper bien écrit, et qui nous est tombé des tas de choses qu'on ne pouvait pas anticiper sur le coin du nez. Sauf qu'en réalité, le product manager, il a géré ça. On lui dit, t'es responsable d'un produit, sauf que le produit, il subit des externalités et des contraintes de tous les côtés. Le service peut évoluer, le produit doit s'adapter. Les concurrents évoluent, on doit s'adapter. Toutes les directions qui nous entourent nous donnent des contraintes, nous disent des choses, et je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas en tenir compte. Hein. Ces gens-là, ils ont une compétence extrêmement importante, et on travaille toujours mieux quand on est nombreux et quand on est pluriel. Donc du coup, on doit faire avec ces contraintes-là, et ces contraintes-là, elles sont bénéfiques, mais elles sont difficiles à prendre en compte, et à prendre en compte tout en même temps. Et puis surtout, vous avez l'utilisateur. L'utilisateur, il change tout le temps d'avis. On en a parlé hier, il y avait quelqu'un qui disait que l'utilisateur est quelqu'un de très irrationnel. Donc voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer dans sa tête et tout peut être amené à changer. Donc le product manager, il va être un peu obligé de faire des tas de choses comme ça. Récolter toute l'information qui lui vient, de tous les côtés, l'analyser, arbitrer. Et ça, c'est vraiment la chose la plus difficile à faire. Avec les informations que vous avez dans les mains, vous allez devoir prendre des décisions. Il n'y a rien de plus difficile à faire que prendre des décisions. Quand quelqu'un vous regarde et vous dit « mais on va où ?» Eh bien, il faut trouver une réponse qui marche. Il doit organiser, il doit mettre en production et que ça se passe bien. Et il doit surtout faire évoluer le produit. Parce que c'est un métier qui ne finit jamais.
Et en fait, presque la définition que je préfère du product manager, c'est dire le product manager, c'est un traducteur. C'est quelqu'un qui doit faire se parler tout plein de gens qui ne parlent absolument pas la même langue. Et puis en fait, peut-être que votre projet, il va ressembler à ça. C'est-à-dire que le changement d'identité graphique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une super opportunité. Parce qu'un changement d'identité graphique, c'est un plan de communication. Hop, vous en profitez, vous faites passer une première version de votre application avec cette nouvelle identité graphique. Là, le marketing, la communication, qui sais-je, adore, vous sponsorise et vous aide à faire la V2 et à sortir encore plus vite quelque chose. En septembre, c'est pas la première version que vous sortez, c'est la 3e. Les utilisateurs adorent. C'est possible de s'appuyer sur toutes les contraintes qui vous sont tombées dessus. C'est des opportunités. Et ça, c'est le métier de product manager, de savoir rebondir et de savoir faire avec. Bon, très bien, le product manager, je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est cette personne qui est là pour accompagner le produit, pour le faire évoluer, pour faire se parler tous les gens autour de lui. Sauf qu'en fait, les product managers, on l'a vu tout à l'heure, vous n'êtes pas si nombreux. Et peut-être que dans vos organisations, il n'y a pas de product manager, mais que vous sortez des produits très bien et que tout se passe bien et que les gens arrivent à se parler quand même. Et peut-être que c'est parce que vous utilisez des choses comme Scrum, comme Design Thinking dont on parlait tout à l'heure. Mais en fait, quel est le rapport entre ces théories-là et le métier de product manager, en fait ? Alors, on va en voir quelques-unes très rapidement. Je ne suis pas là pour faire un cours de Scrum, hein, vraiment, je ne veux pas vous assommer avec ça. Mais je vais vous en présenter 2. Les plus connus, Scrum et Design Thinking, pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est ces théories et qu'est-ce qu'elles racontent, en fait. Qu'est-ce qu'elles racontent du product management. Donc, Scrum, en fait, ça veut dire la mêlée. Et vraiment la mêlée de rugby. Tous les termes qui se rapportent à Scrum viennent d'une métaphore qui est liée au rugby. Et en fait, le tout premier papier qui parle de ça, c'est 1986. C'est un papier qui parle de comment est-ce qu'on crée un nouveau produit. Et ça ne parle absolument pas de numérique. Ça ne parle pas de logiciel. C'est vraiment le développement de nouveaux produits en général. Et ils appellent ça la théorie du rugby, parce que dans l'idée, je pense que vous en doutez, je ne suis pas rugbyman, mais dans le rugby à 15, le but, c'est d'être une équipe et d'avancer ensemble, en une seule ligne, pour faire avancer le ballon. Et en fait, il y a cette idée-là déjà dans leur papier, qui est de dire les équipes doivent avoir la flexibilité et la vitesse pour avancer. Sauf que dans leur idée, comme dans une stratégie sportive, c'est des phases qui sont très itératives. On doit passer par certaines phases très précises du projet et avancer au fur et à mesure. Et surtout, ils insistent là-dessus, ça doit être une équipe pluridisciplinaire. Comme au rugby, il y a des petits qui courent vite, et puis il y a des gros, par contre, vous pouvez leur rentrer dedans, ils ne bougeront pas. Voilà. C'est important d'avoir une équipe qui est très différente et qui est pluridisciplinaire. 2001 est publié le manifeste Agile. Je pense que celui-là, vous en avez entendu parler, vraiment, ça a apporté toutes les méthodos agiles dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et le framework Scrum va arriver juste derrière. Le Scrum Guide, pour ceux qui l'ont lu, je ne veux pas me faire d'ennemis, mais on a parfois l'impression de lire quelque chose de très sectaire et de très rigide. Voilà, Scrum, c'est ce qu'on appelle un framework, ce n'est absolument pas un ensemble de bonnes pratiques. Pour faire du Scrum, il faut respecter à la lettre comment Scrum est organisé et comment Scrum est pensé. Donc très rapidement, Scrum, donc on parlait du manifeste Agile, il va reposer sur 4 piliers qui sont fondamentaux. Les individus et les interactions, plutôt que les processus et les outils. Un produit qui fonctionne plutôt qu'une documentation exhaustive. Celui-là, il fait un peu mal, hein, mais c'est se dire, rédiger un cahier des charges et puis rester collé au cahier des charges, c'est peut-être pas la bonne solution. La collaboration avec les clients plutôt que la négociation contractuelle. Ils l'ont très bien dit juste avant moi, mais je pense que tout le monde est d'accord sur celle-ci. Vous avez mieux à faire que négocier un contrat en permanence. Et l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. Bon, on retrouve déjà des choses dont on a parlé. S'adapter et arrêter de penser que le planning, il est écrit, c'est un boulot de product manager.
Bon, celui-là, je pense que c'est ce qu'il y a de plus connu dans Scrum, c'est que Scrum s'oppose quand même assez fortement aux méthodologies en V, enfin au cycle en V. Dans le cycle en V, on est censé se dire on a un scope fonctionnel, on a des spécifications, on trace tout droit, on arrive au résultat et ça part en prod. À l'inverse, Scrum se dit je vais faire des itérations. Et puis à chaque itération, je vais m'arranger pour tomber sur un produit qui peut être mis en production et qui peut être mis dans les mains des utilisateurs. Alors pourquoi faire ça ? En fait, pour s'adapter. Se dire que peut-être on est en train de rater l'objectif qu'on poursuivait. Si ça ne répond pas du point de vue client, on a peut-être des choses à changer dans notre produit. Et c'est surtout pour réduire l'incertitude. Car si vous êtes capable de mettre en production quelque chose qui fonctionne à chaque itération, à chaque sprint, puisque ça s'appelle des sprints, en fait, ça vous évitera quand même l'effet tunnel où vous avez travaillé pendant 1 an et demi, vous balancez en prod, et là, vous croisez les doigts pour que ça n'explose pas en vol. Et puis si on rentre vraiment dans le détail d'un sprint, ça c'est, j'ai fait le zoom sur les petites boucles. En fait, un sprint, c'est toujours la même chose. Au début, on planifie ce qu'on va faire dans le sprint, enfin ce qu'on aimerait faire dans le sprint. On le réalise en faisant des points d'étape tous les jours. Qu'est-ce que tu as fait hier ? Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui ne se passe pas bien ? Et à la fin, vous inspectez ce que vous avez fait. Voilà. Donc, big picture du Scrum. C'est très intéressant de lire le Scrum Guide. Il n'est pas très long. Et vraiment, si vous ne l'avez jamais lu, ça vaut le coup. Et en fait, les gens qui sont impliqués dans une équipe Scrum, c'est ceux-là. Donc ils ont des noms bien précis. Ça fait partie de Scrum. On a le Product Owner qui garantit l'intégrité fonctionnelle du produit. C'est lui qui est décisionnaire sur absolument tous les aspects du produit. Et il va aller voir ses parties prenantes, ses stakeholders, pour récupérer toutes les informations qui peuvent lui être utiles pour prendre ses décisions. Je crois qu'on en parlait de ça tout à l'heure, il me semble. Voilà. Vous avez l'équipe de développement et vous avez ce qu'on appelle un Scrum Master. Le Scrum Master, pour le dire très simplement, c'est un coach qui veille à ce que Scrum soit appliqué comme il faut. On part complètement de l'autre côté du spectre, on va parler de design thinking. Design thinking, l'idée c'est penser comme un designer. Penser comme un designer, qu'est-ce que ça veut dire ? Là encore, ça naît dans les années 80, cette méthode, principalement à Stanford. Et déjà, dès 91, en fait, va être créé IDEO. IDEO, c'est une des agences de design thinking les plus connues et qui a énormément théorisé design thinking. C'est le début des années 2000 où toutes les grandes D-schools vont être créées. Et en fait, à l'inverse, design thinking ne se pense pas du tout comme une méthodologie rigide, mais plutôt comme un ensemble de bonnes pratiques. C'est toute la différence avec Scrum. Et design thinking ne s'intéresse pas qu'au numérique. Les exemples les plus connus de design thinking, c'est par exemple un outil pour les chirurgiens, pour opérer. Il y a aussi quelque chose de très connu qu'a fait IDEO, vraiment l'explication est incroyable, sur un caddie. Ils ont voulu refaire un caddie de supermarché, et en fait design thinking, c'est cette idée-là. Pour refaire un caddie de supermarché, il faut aller au supermarché en fait. Design thinking, ça repose vraiment sur ces 3 trucs-là. Ils veulent changer 3 choses. Le lieu, c'est-à-dire changer l'endroit dans lequel on travaille. Dans Design Thinking, il y a vraiment cette idée qui est structurante de dire on doit avoir un lieu dédié au projet dans lequel l'équipe doit se retrouver. L'équipe doit être une équipe pluridisciplinaire avec des profils en T. Un profil en T, c'est quoi ? En fait, si je me mets en T, comme ça, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que j'ai une expertise principale dans laquelle je suis bien ancrée, qui est la chose que je maîtrise le mieux. Vous êtes peut-être développeur de formation et c'est ça votre expertise principale, mais vous avez la compétence de vous intéresser, avec la barre horizontale du T, aux métiers qui sont à côté de vous. Voilà. C'est cette ouverture d'esprit de dire le profil en T, il maîtrise quelque chose, mais il est capable de s'intéresser à ses voisins et de leur parler dans leur langage. Et enfin, le process. Design thinking, c'est ça, c'est se dire, on suit le process, on suit les étapes que nous propose Design thinking pour avancer. Celui-là, c'est le plus connu. Le processus design thinking, il est souvent représenté avec des ronds comme ça et des flèches de rond en rond. Pourquoi des ronds ? Parce que comme dans Scrum, il y a une idée d'itération. On doit passer d'une phase où on comprend le problème de l'utilisateur à une phase où on décide de ce qu'on va faire. Puis, on fait un brainstorming pour trouver plein d'idées.
et on en choisit une. Et enfin, on prototype, et on valide. Et à chaque fois, des flèches peuvent nous permettre de revenir en arrière si quelque chose s'est mal passé, si on doit s'adapter pour recommencer. Ce processus-là, c'est celui qui est poussé par Google Ventures. Ils ont notamment fait ce qui s'appelle Design Sprint, qui est un best-seller. Voilà, Google Ventures, ils investissent dans énormément de startups dans la Silicon Valley, et surtout, ils forment des startups dans la création de leur idée, dans la formalisation de leur idée. Mais il y a d'autres process design thinking. Celui-là, c'est celui de la D-School de Paris. Il est bien plus complexe. Ils ont mis 9 étapes, mais globalement, il y a la même idée de faire des brainstorming pour ouvrir les idées, de converger et de recommencer. Bon, très bien, on a parlé design thinking, on a parlé méthode agile, il y en a plein d'autres, ceux que je vous citais tout à l'heure, et toutes ces méthodologies-là, vous les avez peut-être utilisées, vous avez peut-être vu les livres sur Amazon ou en librairie, mais en fait, toutes ces méthodologies-là, et Dieu sait qu'elles ont un intérêt, hein. Enfin vraiment, pour avoir lu, j'ai lu beaucoup de ces livres-là, c'est extrêmement intéressant et ça peut vous aider à porter des choses très importantes en interne. Mais toutes ces méthodologies-là, elles disent des choses en commun. On l'a vu sur Scrum et Design Thinking, mais elles nous disent l'équipe, elle doit être pluridisciplinaire. L'équipe, elle doit permettre aux gens de prendre des initiatives et de s'intéresser à des expertises qui ne sont pas les leurs. Quand on dit design thinking, tout le monde peut être designer, même quelqu'un qui code. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis surtout, c'est la méthode qui va guider le processus. Ce n'est pas aux acteurs de décider, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, laisse-moi réfléchir. Non, non, non. Ça, c'est écrit dans la méthode. Une fois que vous avez fini une étape, il y a une autre étape qui arrive juste derrière. Et surtout, il y a cette idée d'itération. L'itération, elle est fondamentale dans toutes les méthodologies que je vous ai montrées. On met en production, on fait des tests, on récupère des retours et on prend des décisions à partir des retours qui nous sont faits. Et peut-être ce qu'on oublie, et qui est pour moi vraiment le plus fondamental dans ces méthodologies-là, c'est que le product owner dans Scrum ou l'équipe Design Thinking sont décisionnaires. Ça, c'est extrêmement important. Est-ce que vous vous imaginez pouvoir faire des sprints de 2 semaines, balancer en prod, récupérer des retours utilisateurs et réorienter votre stratégie si vous devez faire valider votre stratégie par votre N plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 et attendre que ça revienne? C'est impossible. C'est strictement impossible. Les équipes, dans toutes ces méthodologies-là, sont décisionnaires. Et ça, vraiment, j'insiste, et c'est la chose qu'on oublie le plus dans les équipes. Si vous ne rendez pas vos équipes décisionnaires, vous ne pouvez pas appliquer Scrum, Design Thinking ou toutes les autres. Et enfin, il me reste un petit peu de temps. Moi, je vais vous parler d'une théorie qui est assez méconnue. Et pour le coup, c'est une théorie française. Mais alors, il n'y a pas de livre de leadership sur Amazon qui explique cette théorie-là. C'est vraiment une théorie de recherche. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'acteur réseau. C'est pas innocent le fait que toutes les théories, Design Thinking, Scrum et toutes les autres, soient apparues à peu près dans les années 80. Dans les années 80, il y a 3 Français qui travaillaient justement sur cette théorie-là. Et en fait, leur idée, c'était de se dire, les organisations, en fait, c'est des réseaux. Je pense que vous le voyez au jour le jour. Vous avez des connexions qui sont parfois beaucoup plus fortes avec quelqu'un dans une entité qui est loin, parce que vous avez travaillé ensemble, parce que vous êtes amis peut-être, qu'avec directement vos collègues, ou vos N+1, vos N-1. Et vraiment l'histoire la plus incroyable sur la théorie de l'acteur réseau, ça n'a rien à voir avec le numérique, ça a à voir avec les coquilles Saint-Jacques. Donc je ne parle pas de Noël, mais en fait, ils ont étudié la disparition des coquilles Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc. En fait, on l'oublie, mais en fait, les coquilles Saint-Jacques étaient en passe de disparaître en Bretagne. Et un groupe d'océanologues a voulu en fait arrêter cette pandémie et sauver les coquilles Saint-Jacques. C'est absolument vrai, hein, ce que je vous raconte, hein, ne riez pas. Mais en fait, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'ils ne pourraient pas sauver les coquilles Saint-Jacques s'ils restaient entre océanologues. Ils avaient besoin des pêcheurs. Ils avaient besoin de ceux qui vivaient à terre de la mer. Ils avaient besoin des autres océanologues. Et avec toutes les querelles de chapelle et tous les intérêts très différents que pouvaient avoir ces gens-là, comment avancer? Et bien en fait, ils ont avancé en réseau.
Ils ont avancé en se disant il fallait d'abord se trouver des alliés, en fait, au sein des pêcheurs. À partir du moment où on parlait le langage des pêcheurs et où on leur faisait comprendre que si la coquille Saint-Jacques disparaissait, c'était leur métier qui disparaissait, là, ils trouvaient un intérêt au métier des océanologues. Et en fait, la théorie de l'acteur réseau, c'est ça. C'est vous trouver des alliés au sein d'une organisation en réseau. Et en fait, on parle de ça depuis le début, non ? Enfin, c'est ça un product manager. C'est quelqu'un qui, dans son réseau organisationnel, et plus qu'organisationnel, avec les utilisateurs, avec tout ce qui se passe autour de lui, il va créer des ponts, il va se trouver des alliés. Voilà. Et si je peux me permettre de conclure, je vais conclure avec des post-it. Moi, j'adore les post-it. Hein. Vraiment, un atelier post-it, je suis aux anges. Mais en fait, vous n'allez pas rendre votre organisation agile ou faire de meilleurs produits avec des post-it. Enfin, on l'a vu, ça. Je peux vous citer un exemple. Une entreprise dont je tairai le nom a mis en place en fait, ce qu'ils appellent du management visuel. Le management visuel, dans leur explication, c'est les réunions de coordination, elles sont organisées en temps. Et en fait, à chaque temps, on va parler d'abord des sujets prioritaires, puis des autres sujets. Il y a un mur avec des post-it qui permettent de voir quels sujets doivent être abordés et où les sujets en sont, puis on déplace les post-it au fur et à mesure. Il a fallu quelques semaines pour que l'équipe à qui on a proposé ce management visuel le renomme le management virtuel. Vous vous rendez compte de ce que c'est quand vous êtes manager, que vous proposez quelque chose à votre équipe et qu'il le renomme le management virtuel ? Enfin, vous servez à quoi en fait ? Donc vraiment, ce que je vous demande de retenir de toutes ces méthodologies-là, du métier de product manager, c'est que vous pouvez coller des post-it, vous pouvez dire aux gens qui sont product managers, vous pouvez leur faire des badges, vous pouvez dire que vous êtes agile, coller des affiches avec écrit Scrum dans vos bureaux. Si vous ne remplissez pas les conditions qui sont à la base de toute cette théorie-là, ça ne fonctionnera pas. Et qu'est-ce qu'on a retenu ? On a retenu que les équipes, elles étaient pluridisciplinaires, avec des gens qui étaient capables de s'intéresser au métier des autres, qui étaient capables de traduire leurs problématiques dans leur langage et dans le langage de leur interlocuteur. Et que ces équipes, elles étaient décisionnaires. Et je vais insister, mais 10 fois s'il le faut, ces équipes doivent être décisionnaires. Et les décisions doivent être appuyées non pas sur des considérations et sur des ordres, mais sur une réalité qui leur vient du terrain. C'est-à-dire, mettez en prod, voyez ce que vos utilisateurs en pensent et recommencez. Voilà, il me semble que je suis même à l'heure. Merci à tous. Si vous avez des questions, c'est le moment. Bonjour, merci pour votre intervention. Je suis plutôt de sensibilité Scrum, étant Scrum Master actuellement. Je voulais savoir, d'après vous, quelle est la différence entre un Product Manager et un Product Owner ? S'il y en a une. Honnêtement, la différence, elle est un peu fine quand même. Product Owner, c'est un rôle qui est propre à Scrum. C'est-à-dire que pour l'application du Scrum, il faut avoir un Product Owner. Néanmoins, à mon sens, ce qu'on demande à un Product Owner, c'est très proche de ce qu'on demande à un Product Manager dans une organisation qui serait pas Scrum. Hein. Mais c'est-à-dire d'être garant de l'intégrité fonctionnelle, de prendre des décisions, d'arbitrer, d'aller voir les stakeholders, etc. Tout ça, c'est un métier de Product Manager. Donc la différence entre Product Manager et Product Owner, elle est quasiment inexistante, si ce n'est que Product Owner, c'est vraiment un terme qui est propre à Scrum. Et peut-être que ça existe, mais j'ai jamais vu le terme Product Owner dans des organisations qui n'implémentent pas Scrum, en fait. Ça correspond ? D'accord. Le truc que j'ai vu quand il y avait les deux termes, c'était Product Manager et au-dessus du Product Owner. Dans le hiérarchique, ça leur donnait un titre différent. Oui, bon, il y a aussi des choses où on va avoir des Head of Product, qui ont des Product Owners, qui gèrent différentes verticales d'un même produit. Ça existe aussi. Il y a plein d'organisations. Mais vraiment, mon point, c'est il y a des product managers dans certaines entités qui sont très techniques, qui font des mises en production. Il n'y en a pas du tout. Donc les réalités, elles sont vraiment différentes en fonction des équipes. Et c'est ça qui est bien aussi dans ce métier, c'est qu'il est assez plastique. Est-ce que vous avez d'autres remarques, questions ?
Merci pour l'intervention. J'ai une question un peu troll. Je suis product manager et avec un background de designer. Et généralement, plutôt la version américaine de Startup Tech, plutôt l'habitude d'avoir des product managers avec un background de développeur. Quel est votre avis là-dessus, expérience ? En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est une question qu'on me pose. Une autre question qu'on me pose parfois, c'est quoi les bonnes études pour être product manager ? Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de bonnes études. Il y a de très bons product managers qui ont été développeurs ou qui ont été designers. Ça n'a vraiment rien à voir. Pour moi, l'expertise de product manager, elle vient plutôt dans la curiosité et l'importance qu'on va donner aux autres et d'être capable de parler le métier de l'autre. Donc, clairement, il y a des product managers qui ont une coloration UX, il y a des product managers qui ont une coloration tech, et ils vont du coup aller mieux dans certaines équipes. Une équipe qui est très technique, ça peut être intéressant d'avoir un product manager qui a un background qui n'est pas technique, pour apporter quelque chose de différent à l'équipe. Donc vraiment, je ne pense pas que technique, UX, voire des choses qui n'ont rien à voir. Moi, je connais des product managers qui ont fait des études en histoire. Et en fait, ils peuvent être très bons dans ce qu'ils font. Des backgrounds plus recherche, plus anthropologique, c'est aussi des choses intéressantes dans le product management. Tant qu'on est capable de se mettre dans une position d'accueil et d'être capable de comprendre le métier de l'autre, qu'il soit designer, qu'il soit développeur ou que sais-je. Bonjour, merci beaucoup pour l'intervention. Petite question, du coup, le product manager, il est un peu au centre de tout ce qui se passe dans le développement produit. Comment on fait pour pas trop empiéter sur les plates-bandes de tout le monde en même temps ? C'est une bonne question. Déjà, le planning d'un product manager n'est pas extensible. Son temps est soumis à des contraintes physiques comme tout le monde. Mais c'est un écueil. Faut faire très attention. Je pense que ça dépend toujours de l'équipe. Si l'équipe elle est sous-dimensionnée et que le product manager se retrouve à faire des tâches qui, dans d'autres organisations, incombent à l'équipe de développement, ça arrive. Mais il faut vraiment... Ça, c'est une très bonne remarque, mais il faut faire attention. Le product manager, c'est absolument pas un supérieur hiérarchique à tous les autres. Ça doit pas être un tyran. C'est quelqu'un qui est là pour apporter des données, apporter des retours, par exemple, du terrain, apporter une vision différente, mais il n'est pas là pour gouverner tous les autres. Ça, c'est extrêmement important. Et je pense que le product manager a un rôle important. Le designer, l'équipe de développement et tous les autres ont un rôle aussi important. Et un product manager doit avoir l'humilité, à mon sens, de se dire « je ne suis pas designer ». Je peux avoir des retours à faire, des retours par exemple utilisateurs sur le design, mais par contre je ne vais pas commencer à aller mettre mes mains dans les maquettes et à me prendre pour un designer. Et c'est important qu'il le fasse. Et je pense que c'est important que son équipe aussi lui donne la place pour des choses où il a de la valeur, mais pas là où il n'en a pas. Et intrinsèquement, je pense qu'un product manager n'a aucune valeur à faire du dev ou à faire du design. Il vaut mieux qu'il fasse un boulot de product manager. Merci. En dehors du monde du Scrum, est-ce qu'il y a encore de la place pour le chef de projet ? Vous avez dit en introduction, le product manager n'est pas chef de projet. Et du coup, j'ai du mal à voir dans une autre organisation qu'Agile, comment est-ce qu'il s'insère dans ce paysage ? Alors, encore une fois, je vais faire une réponse un peu de Normande. Ça dépend vraiment des équipes. Il n'y a pas toujours la place pour un chef de projet et un chef de produit. Il y a des organisations, la mienne en fait partie, où le chef de produit endosse à la fois le rôle de product manager et de chef de projet. Néanmoins, c'est deux expertises différentes. Parce que le chef de projet, il est intéressé à respecter et avoir de la visibilité planning, à respecter des coûts, là où c'est parfois antinomique avec la logique de chef de produit qui se dit tant que l'utilisateur n'est pas satisfait, on recommence. Donc je pense que c'est important autant que possible, si on peut se le permettre, d'avoir les deux compétences, parce que le chef de projet, il a un métier qui est difficile. Je l'ai fait et c'est difficile de faire avancer une équipe et de respecter le planning, de respecter les coûts. Et c'est
extrêmement difficile, justement, quand on introduit des notions comme ça d'itération, etc. Donc le chef de produit, il a la connaissance et il peut donner des billes au chef de projet pour se dire, dans une projection à X mois, on sera peut-être là, peut-être ici, avec tel degré de confiance, mais c'est au chef de projet d'apporter quand même cette rigueur de tenir les plannings. Donc si on arrive à faire les deux en étant suffisamment schizophrène, tant mieux, mais je pense que le chef de projet a de beaux jours devant lui encore. Vraiment. Bonjour et merci pour cette super conférence. J'ai une question, c'est d'après vous, est-ce que le product manager doit aussi être manager et coach de l'équipe? C'est-à-dire que, vous le savez, dans un projet digital, effectivement, on parle de changement, on parle d'adaptation, mais au bout d'un moment, à force de changement, on peut cramer une équipe, on peut fatiguer l'équipe. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans cette situation? Et quelles sont les techniques ou quelles sont les solutions pour relancer un peu une équipe? Et est-ce que c'est la responsabilité du product manager? La responsabilité, je pense, elle est double. Elle vient d'une partie de la hiérarchie, effectivement, parce que quelque part, c'est un petit peu le rôle de manager au sens hiérarchique de faire attention à ses équipes et de ne pas les cramer. Mais je pense pas, c'est personnel, mais je pense pas que le product manager doive être le manager hiérarchique de son équipe. Parce que ça introduit un biais qui est déplorable, qui est de dire, si le product manager l'a dit, je peux rien dire parce que c'est mon chef. Et ça, ça casse complètement une dynamique où le product manager est plutôt là pour faire avancer une équipe de manière intelligente, constructive, de laisser la place aux autres de s'exprimer. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait quand une équipe est cramée? Ça dépend vraiment de pourquoi elle est cramée. Si c'est une surcharge de travail, il y a un moment, il faut peut-être augmenter l'équipe parce que s'il y a trop de travail, il n'y a pas de secret. Hein. Si c'est, et c'est déjà arrivé, un manque de reconnaissance, je pense qu'il faut travailler déjà à trouver la cause. Une équipe qui est cramée parce qu'elle a l'impression de trimer pour aucune raison, ça peut être du ressort du product manager de redonner du sens et de donner un but qui donne envie à toute l'équipe de se projeter dans ce but-là. Parce que travailler pour contenter le client, on l'a tous fait, mais ça a quand même ses limites en termes de motivation. Et changer l'équipe, ça peut être intéressant parce qu'on a parfois besoin de sang neuf. Les gens qui travaillent aussi ont besoin de voir autre chose. Parfois, ça va être changer l'organisation. Ça va aussi être travailler sur les prises d'initiative qu'on donne. Moi, je l'ai vu, c'est souvent ce qui arrive. Les équipes, elles sont cramées parce que elles ont plein de bonnes idées, mais pour une raison X ou Y, elles n'arrivent pas à les pousser et à demander à ce qu'on les mette en place. Et le product manager, avec ce côté traducteur, faire parler tous les gens ensemble, il a peut-être un rôle à jouer dans trouver ces hiatus-là et les régler. C'est pas lui qui fera tout, hein, clairement. C'est pas un super-héros, hein, le product manager. Hein. Mais il peut apporter quelque chose là-dedans parce qu'il a aussi cette curiosité, normalement, de ce qui se passe dans son équipe.